confiance est ma lumière, mon appui sur la terre, mon guide, ton regard, comme un phare, ton aide, mon espoir, comme un phare, comme un phare. Bienvenue encore une fois à Comme un phare, je dirais la seule émission destinée aux proches aidants des aînés du Québec et grâce financée par le soutien de l'appui Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et aussi, il ne faut pas l'oublier, la précieuse collaboration de CHAU-TVA. Lors de ma dernière émission, je recevais Sylvie Guité ici même en studio. Sylvie Guité est une proche aidante de Miguacha. Malheureusement, par faute de temps, j'ai décidé de réinviter aujourd'hui à nouveau Sylvie en studio pour connaître son parcours de vie, témoignage qui était assez, je dirais, hors de l'ordinaire à la dernière émission. Bonjour Sylvie, puis re-bienvenue à Comme un phare. Bien, merci infiniment, Régis. Sylvie, quand on s'est laissé la semaine dernière, pour les gens qui nous écoutent à la maison, qui ont peut-être manqué l'émission, je disais que ton conjoint actuel est maintenant en hébergement. Quand je dis actuel, parce qu'il faut juste préciser qu'en 83, ton mari, après la naissance de votre premier enfant, en fait le seul, votre fille, Émilie, ton mari a eu un grave accident de la route, a eu une période de coma, a été 1 an à l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal. À l'époque, tu habitais Montréal. Après le retour à domicile, il a fallu faire adapter un appartement. Tu étais toujours à Montréal. Et là, évidemment, tu étais proche aidante de ton mari, mais ton beau-frère est venu aussi te porter secours pour lui-même aider son frère. OK? Puis on disait la semaine dernière que l'amitié s'était transformée en un nouveau mot qui était celui de l'amour. Donc, là, vous avez demeuré quelques années, vous êtes tombés en amour, vous êtes demeurés ensemble, vous vous êtes occupé de ton conjoint et lui de son frère, de ton mari, lui de son frère. En 89, vous avez décidé de vous installer en Gaspésie, vous avez construit une nouvelle maison adaptée à Miguacha. Et là, enfin, une vie un peu plus normale avec votre fille et vous avez décidé d'intégrer avec vous ton conjoint puis le frère de ton conjoint, de ton mari. On est en 1989, évidemment que les années passent, et c'est ton beau-père qui vient vous rejoindre en 80. Là, puis je pense qu'il y a eu quelques années, 5-6 ans à domicile, puis après ça, il a fallu faire le placement en hébergement à Maria, c'est bien ça? De mon beau-père? De ton mari? De mon mari, oui, en 94. En 94, bon. Oui, oui. Et là, les années passent et c'est ton beau-père qui arrive de Montréal et Voilà. qui vient s'installer voisin de chez vous, qui est aussi atteint de la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et là, tu deviens proche aidante à la fois comme voisine de ton beau-père, mais toujours de ton mari qui est en CHSLD à Maria. Et la vie, quand même, se passe relativement bien. Oui. En 2003, ton beau-père décède d'un grave ACV. 2003 jusqu'à 2009, tu commences à soupçonner que ton nouveau conjoint, en fait, c'est presque plus ton nouveau conjoint parce qu'il y a déjà plusieurs années que vous êtes ensemble, tu soupçonnes que ton conjoint a la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui te faisait croire? Quels étaient les premiers signes durant toutes ces années-là? Qu'est-ce qui t'a fait croire que c'était un début de maladie d'Alzheimer? Mais comme on l'avait dit la semaine dernière, lui-même se sentait prédisposé à la maladie. Puis, bon, c'est des petits signes, là, comme je disais la semaine dernière encore, subtils et tout ça. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Comme sa manière de travailler. Je me disais qu'il se compliquait la vie pour certaines choses. Et là, on veut pas accepter. Puis là, on dit non, c'est une dépression. C'est à quel moment que tu as décidé ou vous avez décidé ensemble de consulter? Est-ce que ça a pris plusieurs années? Il faut dire que mon conjoint, c'était pas la personne qui fréquentait les hôpitaux régulièrement. Il n'y avait pas de médecin de famille. J'ai demandé à mon médecin de famille de le prendre en charge. Il a accepté. Et pour la maladie d'Alzheimer, il a fallu procéder par élimination. Ouais, peut-être une tumeur, peut-être si, en tout cas. On a passé tous les tests qu'il devait passer et tout semblait négatif. Donc, on a dit,
c'est la maladie d'Alzheimer. Mais officiellement, ça a été diagnostiqué en 2012. 2012. Il y a eu toute la période 2009-2012. Ton conjoint, c'est-à-dire, était directeur d'une école ici Oui. dans la baie des Chaleurs. Ça n'a quand même pas dû être évident, une fois à la maison, mais aussi une fois rendu dans son milieu de travail, de gérer, en fait, tout Non. ce début de maladie d'Alzheimer, parce que c'est quand même en 2012 qu'il a reçu officiellement le diagnostic après avoir pris sa retraite, c'est bien ça? Oui. Bon. Comment ça s'est passé sur cette période-là? Mais c'est comme... moi, je voyais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et c'est un sentiment de trahison. Quand là, je le regardais aller, puis je peux pas en parler à personne. Je lui parlais... je me disais, je lui parle dans le dos. Et à son travail, tu sais, je pouvais pas m'empêcher de penser, comment il fait? Qu'est-ce que... Je me suis rendu compte qu'il développait des trucs. Puis ça devait être épuisant de cacher tout ça parce qu'il arrivait de son travail, puis il était fatigué, là. Tu sais, ça paraissait, là, une grande fatigue physique qui s'était installée. Avais-tu l'impression que ça pouvait y apporter une certaine angoisse, le fait de savoir que déjà, tu étais déjà proche aidant depuis très longtemps de ton mari qui est encore au CHSLD à Maria et que lui entrait dans quelque chose qui allait aussi t'apporter un deuxième rôle, parce que dans le fond, il devait voir un peu ce qui s'en venait pour lui. Ça devait être quand même assez relativement angoissant pour lui, puis dans le fond, pour toi aussi. Ça l'était. Bien, ça l'était beaucoup pour moi parce que lui, je ne sais pas si c'est la maladie qui a fait en sorte que, après le diagnostic, jamais on en a parlé. Puis moi, je me disais, mais peut-être que c'est la maladie qui fait qu'il a oublié. Est-ce que moi, je vais aller peser sur un piton? Fait que c'était vraiment... je ne savais pas quel comportement adopter vis-à-vis de lui. Sauf que je voyais... je le sentais triste, je le sentais... et un certain après-midi de 2012, de l'été 2012, il est assis sur un banc dehors et je me suis dit, ah non, il faut en parler. Moi, j'avais besoin de savoir s'il était bien dans ce que moi, je lui apportais. Et ça a été l'après-midi décisif là, pour moi. Il m'a fait part de sa réticence à prendre de la médication pour la maladie. Oui. Je lui ai demandé s'il me faisait assez confiance pour, si à un moment donné, je devais prendre le contrôle sur certaines choses, là, certains aspects de sa vie. Il m'a répondu qu'il me faisait assez confiance et il a même ajouté, de toute façon, dans 2 ans, je vais être mort, je vais être décédé. Alors, je me suis dit, OK, je n'ai qu'à faire de mon mieux. Et c'est ce que je... Mais je pense que tu as fait de ton mieux. Sylvie, on a toujours avec nous Karen Larocque, qui est psychologue, qui apporte un bon soutien psychologique en fait, à tous les proches aidants qui nous écoutent à la maison. Donc, on va aller écouter ensemble qu'est-ce que Karen Larocque a à nous dire aujourd'hui, qui va peut-être nous faire du bien. On va revenir pour terminer l'entrevue. Merci. Merci. Karen, bonjour. Bonjour, Régis. Karen, quand on est proche aidant, Oui. puis qu'on dépasse nos limites, Ouais. jusqu'où on peut aller? Mais, les gens, souvent, ils disent, hein, je le sais, là, que ma limite est atteinte, puis je peux-tu continuer encore longtemps comme ça? Combien de temps je peux continuer? J'ai une réponse vraiment plate à ça. Ma réponse, c'est, vous pouvez aller jusqu'où vous voulez. En fait, c'est votre vie, tu sais. Oui. Fait que t'en fais ce que tu veux. Sauf que ça coûte, c'est pas gratuit. Il y a des conséquences. Exactement. OK. À partir du moment où notre limite est atteinte, notre corps commence à nous le dire. Notre corps, il va crier de plus en plus fort. Puis ça, c'est quelque chose que je dis souvent, même si notre corps crie, on peut encore aller au-delà de notre limite. Puis si on continue d'aller au-delà de notre limite, bien, les symptômes, ils vont sortir puis ils vont s'accumuler tout le temps. Fait que tout dépend de combien tu es prêt à accepter d'avoir des symptômes dans ta vie. Mais quand tu dis notre corps crie, c'est quoi? Ouais. Ça donne de la douleur? Ben, ça peut donner de la douleur physique. Il y a des gens qui vont avoir des brûlements d'estomac. OK. Il y a des gens qui vont avoir Des migraines, de l'insomnie, des maux de tête, des migraines, OK. des maux de tête, de l'anxiété, de à fait. l'angoisse. Tu sais, rien qui est le fun. Là, Ouais, tu sais. ouais. Ouais.
Puis quand on dépasse nos limites, bien, admettons que j'ai un symptôme qui sort, puis que je continue de dépasser ma limite, bien, j'ai un autre symptôme qui va s'accumuler. Puis là, les symptômes, là, ils vont vraiment s'accumuler, puis ça n'a pas de fin. OK? OK. Fait que tout dépend du nombre de symptômes que tu es prêt à avoir dans ta vie. Mais si tu me demandes, c'est quoi l'idéal pour la santé? Bien, l'idéal pour la santé, c'est de s'arrêter au premier signal. Oui. Dès que mon corps me dit c'est assez, bien, c'est là qu'il faudrait arrêter pour la santé. Parce qu'à partir, si tu continues à partir de là, ton état va se détériorer. Tout à fait. Ouais. Puis avant d'avoir des symptômes, on a des signaux. Tu sais, quand je dis notre corps nous le dit, au début, là, il nous le dit doucement. Il ne crie pas nécessairement à la première seconde. Mais c'est pas tout le monde qui connaît son premier signal. Hein? Moi, je sais que quand ma limite est atteinte, je commence immédiatement à avoir une pression sur la cage thoracique. Tu sais, je le sens que j'ai une pression ici, mais que je sais que ma limite est atteinte, puis je sais que si je continue, je vais avoir mes symptômes à moi qui vont se mettre à embarquer. OK? Si vous ne connaissez pas votre premier signal, comment je fais pour savoir c'est quoi mon signal? Je vais D'accord. vous donner un truc, un exercice, dans le fond, simple à faire pour identifier. La prochaine fois que vous allez être en train de jaser avec quelqu'un et que ça ne vous tente plus d'y parler, tu sais, la personne vous tanne, bien, prenez le temps, tu sais, forcez-vous à rester là, puis là, soyez attentif à votre corps, puis vous allez le sentir, votre signal. Parce que quand on écoute, continue d'écouter quelqu'un puis on est tanné, le premier signal, il apparaît dans notre corps. Fait que la prochaine fois, faites ça, là, vous allez l'avoir identifié, puis après ça, vous allez savoir où arrêter pour rester ensemble. Karen, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui, puis ça serait Oui. peut-être intéressant dans une autre capsule Oui, qu'on essaie d'aller voir l'autre côté chez l'aidé, comment lui se sent quand nous, on atteint nos propres limites. absolument. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Merci. Bye-bye. Toujours très pertinent, les capsules de Karen Larocque. Sylvie, quand le corps commence à nous parler, dans ta propre situation, avant de tomber dans une période de détresse, qu'est-ce que tu as fait pour, en fait, je dirais peut-être, entre guillemets, survivre à tout ça? Ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais étant donné que j'étais déjà passée par là, je me suis dit, je savais très bien où je ne voulais plus être, plus aller. Alors, je suis allée raconter mon histoire, l'histoire de notre situation. Je suis allée au CLSC, j'ai appelé Alfeda Leblanc de la Société Au Alzheimer. point de service de Maria. Voilà, et je leur ai dit, attendez-moi parce qu'à un moment donné, je vais venir frapper à votre porte. Oui, puis ça t'a vraiment aidé aussi. Oui. Hein? Sylvie, il ne reste vraiment pas beaucoup de temps, mais si tu avais des remerciements à faire, parce que c'est même particulier, ton premier conjoint est depuis plus de 20 quelques années au CHSLD à Maria. Ton deuxième conjoint est maintenant en hébergement à Matapédia au CHSLD. Puis tu as eu beaucoup de soutien aussi de la Société Alzheimer. Si tu avais, en résumé, des petits remerciements à faire, je te laisse y aller. La caméra est là juste pour toi. C'est des gros remerciements. J'ai une émotion. Au CHSLD de Maria, voyons. Tu vas être bonne. Ça fait depuis 1994 que tout le personnel, tout le monde s'occupe, prend soin de Glenn, de mon premier mari. Et au CHSLD de Matapédia, eux commencent à prendre soin de mon deuxième conjoint, le frère de mon mari. Mais je ne veux pas oublier ma famille, tous les bénévoles qui ont permis à un moment donné, pendant 12 jours, que je puisse partir et que mon conjoint puisse rester à la maison. On n'a pas de baluchon Alzheimer ici, mais c'était tout comme. Il y a un très beau soutien de la société. C'était tout comme. Il y a une phrase un jour que ton conjoint, qui est maintenant à Matapédia, t'a dit, Sylvie. Puis c'est ça que je ne vais pas te mettre trop dans les émotions, mais ça m'a vraiment marqué. Je pense que je vais te laisser la dire. Je pense que c'est rassurant une fois que cette phrase-là a été dite. Oui. Dans la façon dont tu vis aujourd'hui ta nouvelle vie. Cette phrase, c'était « Je t'aime assez pour te laisser partir ». Aujourd'hui, je lui dis « Aimez-les assez pour les laisser partir ». Sylvie, c'est beau. Excusez-moi. Non, c'est tout à fait normal, c'est très émouvant. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Alors, écoute, ça a été un grand plaisir de te recevoir. Je pense que les prochains aidants à domicile se sont reconnus à travers ton témoignage. C'est très inspirant, mais à la fois c'est très rassurant parce que tout ce que tu vis
Beaucoup d'autres personnes le vivent en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, dans toutes les situations. Moi, je vous invite à revenir. Merci beaucoup, Sylvie, à revenir le 5 mars prochain avec Comme un phare, où j'aurai encore des invités ici en studio et Karen Larocque. Alors d'ici là, bonne semaine. Merci, Sylvie. Si vous prenez soin d'un aîné, vous êtes un proche aidant et c'est normal d'avoir besoin d'aide. Appuyez-vous sur nous pour de l'information et du soutien et nous vous dirigerons vers les bonnes ressources près de chez vous. Utilisez la ligne aidant en composant le 1-855-8 l'appui. Comme un phare.